Bonjour, c'est Fabienne pour une nouvelle vidéo avec des informations encore complètement incroyables. Je vais commencer par cette série de 3 livres de l'écrivain Didier Van Coeverleuk qui regroupe plus de 150 anecdotes et fait tous plus incroyables les uns que les autres. On y trouve des histoires de chercheurs qui démontrent que les plantes peuvent réagir à des intentions humaines, l'influence démontrée de poussins sur des robots, des témoignages de médiums, des cas avérés de bilocation, c'est-à-dire être à 2 endroits en même temps, des communications avec le monde des morts, des cas de miracles à Lourdes ou ailleurs, ou les prédictions du naufrage du Titanic par 3 auteurs différents, dont l'un avait volontairement fait le voyage inaugural qui lui fut fatal. On y trouve aussi des exemples d'enfants qui ont le souvenir de vies antérieures et qui en apportent des preuves indiscutables. Ou l'histoire récente des fantômes d'Einstein et Nikola Tesla qui apparaissent à une médium, pour donner de nouvelles informations scientifiques. Toutes ces histoires nous emmènent à comprendre que notre univers ne se limite pas aux 4 dimensions d'espace-temps, mais qu'il existe bien autre chose, qu'il reste à découvrir bien au-delà de nos 5 sens. Quand tu as une idée lumineuse, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir d'où vient cette idée? Et comment parfois tu peux avoir une intuition qui s'avère exacte? Qu'est-ce que la conscience? Peut-elle se connecter à des événements distants dans le présent, le passé ou le futur? Et là, on va s'attarder sur l'histoire des expériences menées par les Américains pendant la guerre froide, à partir des années 1970. Ces informations ont été déclassifiées en 1995 et concernent le projet Stargate de la CIA, qui utilisait les médiums pour obtenir des informations de manière non conventionnelle. Ce projet a changé plusieurs fois de nom et a commencé par des recherches au Stanford Research Institute, menées par le physicien Harold Puthoff, avec un médium s'appelant Ingo Swann. Ce médium arrive à décrire des installations militaires russes uniquement à partir des coordonnées géographiques. Ce qu'il raconte est confirmé par un autre médium, Pat Price, et c'est le début d'un projet de vision à distance côté américain, avec une petite équipe de médiums, pour rattraper les Russes qui avaient déjà pris une longueur d'avance dans le domaine. Un Français fait même partie de l'équipe. Il s'agit de Patrick Drouot, qui est venu témoigner en novembre dernier à Paris. Un autre médium se fait également remarquer par ses capacités extrasensorielles. Il s'agit de Joe McMonigle, et donne les plans du sous-marin russe Typhon en 1979, ainsi que sa date de lancement 4 mois plus tard. Toute l'histoire est décrite en détail dans ce livre de Fabrice Bonvin, La science de l'intuition, guide pratique de vision à distance. Car où cela devient encore plus fort, c'est que la technique de vision à distance s'apprend. Ce livre nous explique que les médiums américains du projet Stargate ont réussi à définir un protocole extrêmement encadré pour réaliser la vision à distance, et que cette technique s'apprend comme on apprend à jouer d'un instrument de musique. Ensuite, c'est comme dans tout, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Celui qui réalise la vision à distance est appelé un remote viewer en anglais. Pour commencer, le remote viewer reçoit une série de chiffres qui correspond à l'événement à analyser. Au début, la CIA utilisait les coordonnées géographiques, mais il faut aussi leur associer un moment précis dans le temps. Sinon, on peut voir des événements d'une autre époque. C'est pourquoi l'organisateur de la séance de vision à distance doit préciser le lieu, le périmètre de l'événement et une période dans le temps. À ces informations sont attribuées une série de chiffres choisis au hasard, qui constituent l'identifiant de l'événement. Le remote viewer ne dispose que de cette série de chiffres pour se connecter à l'événement, et rien d'autre. Il recopie alors cette série de chiffres et laisse son intuition réaliser un geste réflexe juste après, qui donne un dessin qu'on appelle idéogramme. D'après le protocole mis au point, cet idéogramme contient toute l'information, ou permet de se connecter à l'information. Le remote viewer doit alors donner ses premiers ressentis, qu'on appelle des gestaltes, sur l'environnement, les formes, les mouvements. Dans une seconde étape, le remote viewer va donner des informations sensorielles concernant le lieu, texture, couleur, température, odeur, bruit et son. Dans une troisième étape, les dimensions et les distances se précisent. Il peut alors dessiner des premiers croquis puis continuer son investigation de l'événement en précisant son intention, c'est-à-dire l'information qu'il cherche à obtenir, et recommencer pour obtenir encore plus d'informations. Officiellement, le projet Stargate a été arrêté par les militaires américains en 1995. Mais nous allons découvrir les possibilités extraordinaires de cette technique en pratique, grâce à l'équipe de Farsight Institute, dirigée par Courtney Brown, qui publie des séances sur Internet environ tous les mois.
Je recommande d'aller voir leurs vidéos sur YouTube ou sur le site farstein.org pour ceux qui comprennent l'anglais. Leurs vidéos adressent des événements ou des situations entourées de mystères et qui n'ont pas de réponse satisfaisante aujourd'hui. Le premier exemple que j'ai sélectionné concerne la mort de Jeffrey Epstein dans sa prison l'été dernier. Et beaucoup pensent qu'il ne s'est pas suicidé, mais a été assassiné. Voyons ce que nous apporte le remote viewing. Commençons avec Trudy. Elle voit un sujet central dans un bâtiment avec beaucoup de pièces et des gens à l'intérieur. Il est mentalement malade et il perd conscience lentement. Il meurt seul. Camilla voit un sujet prisonnier, entend des bruits de pas lourds. Elle ressent la douleur, la difficulté à respirer, la chaleur et l'absence d'air conditionné. Elle ressent une autre présence qui n'est pas physique, comme un esprit ou des pensées. Le sujet central est déprimé, avec le sentiment qu'il va bientôt traverser un tunnel pour s'échapper. Princess Diani a une technique bien à elle et pratique sans tableau. Elle voit une grande structure dans un environnement urbain et un sujet central, grand, solide, musclé. Elle le voit seul, effrayé, perturbé, devenant fou comme dans un sacrifice rituel, un rite satanique ou voodoo. Elle le voit mort désormais. Si de tels témoignages se rapprochent de la vérité, peut-on en conclure que Jeffrey Epstein s'est effectivement suicidé? D'après ce que voit Princess Diani, peut-on envisager que des techniques psy ou des rites de magie noire auraient poussé Jeffrey Epstein à se suicider? Le second cas que je citerai concerne les événements du 11 septembre 2001, dont j'ai expliqué les mystères dans la vidéo 21. Ces événements sont couverts par le Farstein Institute, par 2 vidéos de près de 2 heures chacune. Là encore, les informations données par les remote viewers sont extraordinaires. Le projet est découpé en différentes étapes. D'abord comprendre pourquoi la tour numéro 7 s'est effondrée, puis étudier l'effondrement de chacune des 2 tours principales, puis voir ce qui a causé l'attentat sur le Pentagone, enfin voir la logistique de préparation de l'attentat. Pour l'effondrement de la tour numéro 7, Dick Olgier y voit une démolition contrôlée avec des bombes nucléaires d'un nouveau genre, des mini-nukes de la taille d'un aspirateur, de 10 tonnes d'équivalent TNT qui vaporisent le métal instantanément. Dan Smith lui voit des nuages de microparticules et des débris éjectés à très haute vitesse dans toutes les directions à partir d'un point central. Il ressent la peur et les vagues d'énergie. Il voit une grande structure dans laquelle un commando s'infiltre et qui s'effondre ensuite dans un chaos avec des débris microscopiques. Selon lui, l'opération est dirigée par un groupe de commandement et 3 groupes opérationnels, de 4 à 8 hommes chacun, très entraînés. Un premier groupe qui s'infiltre dans la structure pour la détruire. Un groupe armé se déplaçant en van avec un rôle d'observateur. Un groupe qui contrôle un objet en mouvement rapide, qui explose soudainement. Enfin, il voit un 4e groupe paniqué, terrorisé, qui court et qui affronte la mort. C'est une opération militaire secrète, avec une communication étanche entre le groupe de commandement et les 3 groupes opérationnels. Pour la destruction de la tour sud, il voit un groupe de 4 à 8 hommes, très entraînés, des unités des forces spéciales, des jeunes gens athlétiques, sans barbe, qui entrent dans les sous-sols avec un van blanc ou gris, sans marque, qui placent des charges explosives sur la structure, qui repartent comme ils sont venus. Étudier les particules de métal fondu qui se trouvent dans la poussière est la clé de l'énigme. Dick Olgier voit le groupe de commandement dans un bâtiment plat, 1 à 2 étages, isolé près d'une autoroute à 2 voies avec un périmètre très sécurisé. Il y voit un système d'antennes et des petits bunkers, comme une base de la NSA, qu'il ressent être située en Virginie ou Maryland. Il y a une grande table, avec des cartes et tout un diagramme des décisions à prendre en fonction des événements. Toutes les hypothèses ont été étudiées à l'avance. Il n'y a plus qu'à dérouler le plan. Un des gars présents a été promu général 3 étoiles pour le succès de l'opération. Enfin, il se voit dans le cockpit d'un des avions. Les commandes ne répondent plus. L'avion est dans un mode de pilotage automatique, que le pilote ne peut pas désactiver. En ce qui concerne l'attentat contre le Pentagone, Dan Smith voit un objet rapide, propulsé de grande puissance, un missile tiré à courte distance. Pour Dick Olgier, c'est aussi un missile qui a frappé le Pentagone. Il serait passé au-dessus d'un groupe de gens très rapidement,
qui ne comprennent pas ce qui est passé au-dessus d'eux. Ils voient la séquence de lancement du missile, depuis un sous-marin. Ils voient également un centre de commandement, des militaires en uniforme, de style contrôleur aérien, dans une salle avec de l'air recyclé. Ils ont des écrans et leurs sièges ont une ceinture de sécurité. Ils sont dans un avion, un AWACS. Ils voient aussi la préparation des événements, dans une salle sécurisée sans fenêtre. Les documents sont top secrets, et les personnes qui y assistent ne peuvent pas emporter les documents avec eux, sauf le chef de l'opération dont il dessine le visage. Il entend sa voix plutôt aiguë nasale, avec un accent de Chicago ou de l'Illinois. Il conseille le président et fait partie de l'élite du nouvel ordre mondial. Je vais arrêter là en ce qui concerne cet événement du 11 septembre, et tu peux comparer avec les informations que je donne dans la vidéo 21. Nous allons passer maintenant à un autre événement, beaucoup moins dramatique mais tout aussi entouré de mystères. Cet événement, connu sous le nom de bataille de Nuremberg, est rapporté dans une ancienne gravure, réalisée par un Allemand, Hans Glaser. La traduction de Wikipédia nous dit: En l'an 1561, le 14 avril au matin, entre l'aube et peu après vers 4 ou 5 heures à la montre, est apparue sur le soleil alors qu'il se levait une vision effrayante et vue par nombre d'hommes et de femmes à Nuremberg, à la porte de la ville et dans la campagne. D'abord sont apparus avec le soleil 2 arcs rouges chants, comme la lune dans son dernier quartier, en haut et en bas scintillant comme le soleil, et des couleurs de sang de chaque côté. Il y avait aussi 3 grands cylindres, un à main gauche, un à droite et un troisième au-dessus du tout. Et dans ces cylindres étaient 4 sphères ou plus. Tout cela ont commencé à se battre entre eux. Après ce spectacle, on raconte qu'est apparue dans le ciel une chose semblable à un grand et large fer de lance noire, son emmanchement orienté à l'est et sa pointe à l'ouest. Voyons ce qu'arrive à dire l'équipe du Farstyle Institute. Commençons par Melina Hall. Elle voit une très vieille ville, des maisons faites de briques et de bois, dans un environnement très ancien, avec des gens à l'extérieur qui regardent le ciel, choqués, effrayés. Des objets métalliques très lumineux se déplacent à grande vitesse dans le ciel et émettent de puissants rayons de lumière. Elle voit un combat aérien entre 2 groupes d'objets. Un premier groupe arrive de l'ouest, un autre groupe plus nombreux, avec des vaisseaux plus petits, arrive du nord. Dans un groupe, les occupants ressemblent à des E.T. Dans l'autre groupe, certains occupants semblent humains, d'autres semblent hybrides. Continuons avec Trudy. Elle voit une ville et entend des gens qui parlent une langue qui n'est pas l'anglais. Ils sont fascinés par ce qu'ils regardent dans le ciel. Il y a des lumières brillantes émises par un objet haut dans le ciel, qui se déplace à très haute vitesse dans tous les sens, plus lumineux qu'une étoile. D'autres objets sont là, avec des lumières clignotantes. Trudy ressent une haute technologie à l'intérieur des objets, à 100 000 à la ronde. Elle voit une intense activité. Les objets se tirent dessus, comme dans Star Wars. Des engins tombent du ciel. Elle entend les bruits. C'est une bataille sanglante. Elle voit des êtres à l'intérieur, mais a du mal à donner leur genre. Ils semblent asexués, non humains avec beaucoup de technologie autour, concentrés à tirer sur l'autre camp. Dans l'autre camp, les occupants sont en uniforme. 3 hommes par vaisseau, grands et pâles. Ils sont effrayés et ils ont une mission à accomplir. Finissons avec Camilla, qui voit une foule d'hommes et de femmes, concentrés à regarder quelque chose dans le ciel. Elle entend des voix, il ne croit pas ce qu'il voit. Il y a différents vaisseaux dans le ciel et beaucoup d'énergie. Ils se déplacent très rapidement. Le premier type de vaisseau est arrondi, sans le métal, avec un escalier et un balcon à l'intérieur, non occupé par une forme de vie. Le deuxième type de vaisseau est en forme d'œuf. Il y a des bruits à l'intérieur. Les occupants ont une tête bizarre, grande en forme de patate. Ils semblent froids, vides. Ils ressentent sa présence et ne semblent pas vraiment amicaux. Le troisième type de vaisseau est plus long que le premier. Il ressemble aussi à un œuf. À l'intérieur, elle voit des meubles, des chaises, des plantes artificielles, des occupants avec une tête plus large, allongée horizontalement, un visage plus standard faisant moins envahisseur que les précédents. Ils savent qu'elle est là également et ne semblent pas apprécier.
Il serait très intéressant de voir ce que les remote viewers du Feinstein Institute arrivent à nous dire à propos de l'origine du coronavirus. Car il y a de nombreux brevets sur ce sujet et de plus en plus d'articles tendant à prouver que ce soit en fait une arme bactériologique, sur laquelle travaillent à la fois les Chinois et les Américains. Bill Gates, l'ex-fondateur de Microsoft, y serait fortement impliqué. Tu trouveras sur leur site d'autres séances tout aussi incroyables, sur l'assassinat de JFK, l'affaire du Boeing malaisien MH370, l'abduction de Betty et Barney Hill, l'affaire de Jack l'Éventreur, à quoi servait Stonehenge, comment était la planète Vénus il y a 1 million d'années, et plein d'autres choses sur lesquelles je reviendrai certainement. En attendant, je te dis à bientôt, bye bye.